La rentrée scolaire 2025-2026 a démarré le 8 septembre en Côte d'Ivoire. C'est toujours un moment chargé d'émotions et de responsabilités. Parents, enseignants, syndicats, ministères, chacun a un rôle essentiel à jouer pour que cette étape décisive de l'année se déroule dans les meilleures conditions. Mais face aux défis persistants, classes surchargées, frais de scolarité, conditions de travail des enseignants, qualité de l'enseignement, une question se pose, quelle copie pour chaque acteur? Ce soir, nous allons en débattre avec nos invités. À ma droite, il y a donc Dr Djakalidja Koulibaly, représentant le ministère de l'Enseignement supérieur. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il y a Boka Arnaud à ma gauche, qui est donc secrétaire général national du CIRES. Le CIRES, c'est le syndicat pour la revalorisation des personnels de l'enseignement secondaire de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et juste à vos côtés, M. Aka Claude Kadio, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. Merci. Alors, ma première question s'adresse donc à M. Djakalidja. C'est quoi l'appréciation que fait le gouvernement de cette rentrée scolaire 2025-2026? Merci. D'emblée, je dire merci à mon ministre, le professeur Adama Diawara, l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, qui a permis que nous soyons sur ce plateau. Et dire aussi que au niveau de l'enseignement supérieur, puisqu'on parle de rentrée, nous organisons la cérémonie de rentrée solennelle le lundi 15 à l'école, à l'Institut William Ponty de Yopougon, sous le parrainage du président du conseil constitutionnel. La régie me recommande de vous dire de lever un peu la voix, s'il vous plaît. Sous la présidence du président, d'avoir son parrainage, Dr Akawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui, à cette occasion, prononcera une conférence inaugurale pour officiellement ouvrir la rentrée académique universitaire. D'accord. Voilà, ça c'était l'information, c'était important. C'est important d'en parler, justement. Voilà, d'en parler, parce qu'on est pratiquement dans l'ordre des formations, les derniers à faire cette ouverture, puisqu'on a eu l'éducation nationale, la formation professionnelle, maintenant c'est l'enseignement supérieur. C'est bon à prendre. C'est vrai que vous n'êtes pas du ministère de l'Éducation nationale. On devait en avoir, on devait avoir un invité, mais il n'a pas pu être là. Mais on se permet quand même, parce que vous appartenez au gouvernement ivoirien, de nous donner l'aperçu que vous avez, l'appréciation que vous avez de cette rentrée scolaire là 2025-2026. Oui, cette année, surtout pour ce qui concerne notre sous-secteur de l'enseignement supérieur de la recherche, c'est de relever les défis. D'accord. De relever les défis parce qu'il y a du chemin qui a été parcouru. Et ce chemin-là, c'est vrai qu'il y a eu des résultats positifs, il y a eu des défis, il y a eu des obstacles. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous inscrire dans un environnement très positif au vu des réformes qui ont été engagées dans notre sous-secteur par M. le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Donc c'est un autre départ, parce qu'à chaque rentrée, on fait l'état des lieux, on essaie de voir est-ce que les résultats qu'on s'est fixés précédemment ont été atteints et quelles sont les perspectives et les défis à relever. Donc une rentrée, c'est une introspection du secteur, voilà, du secteur de la formation et de l'éducation en général. Et donc c'est de voir, mobiliser aussi les différents acteurs et puis se parler et se mettre d'accord autour d'une vision commune par rapport aux résultats qu'on recherche pour l'année à venir. Alors, je vais me tourner à présent vers M. Boka. C'est quoi l'état d'esprit dans lequel les enseignants de Côte d'Ivoire entament cette nouvelle rentrée scolaire 2025-2026? Merci Daniel pour cette opportunité. Je voudrais d'emblée dire un grand merci d'abord aux enseignants pour l'année scolaire écoulée. Grâce à eux, les résultats scolaires ont été améliorés et je crois qu'ils méritent vraiment des félicitations. Pour revenir à votre question, l'état d'esprit dans lequel nous abordons cette rentrée scolaire est un état, je vais dire, des plus mitigés.
Vous savez, l'année scolaire 2024-2025 a été jalonnée de grèves dues à une revendication persistante des enseignants qui jusque-là restent lettre morte. Et donc, nous reprenons le chemin de l'école dans l'espoir que cette revendication qui est la prime d'incitation voit enfin une solution et une fin heureuse pour les enseignants. Cependant, c'est la rentrée scolaire et tous les enseignants à ce jour sont à leur poste pour effectuer ce pourquoi l'État de Côte d'Ivoire les a employés. Ils sont donc à leur poste. Alors, M. Aka Kadio Claude, il parlait tout à l'heure de grève. J'ai envie de savoir, c'est quoi les plus grandes inquiétudes des parents d'élèves? J'ai deux inquiétudes essentielles sur ce plateau. D'abord, la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire se positionne dans une ambiance d'élection générale, d'élection présidentielle. C'est déjà la première appréhension que j'ai. Et puis, deuxième, on va débattre certainement de ce qu'on va faire pendant l'année. Et il y a des thèmes qui vont orienter cette année-là. On a parlé longtemps de l'école de qualité. Soyons des responsables, des citoyens responsables pour une école de qualité. La qualité revient. Cette année, on dit éducation de qualité, levier de transformation de la Côte d'Ivoire. J'ai un problème. Mon problème, c'est quoi? L'éducation, c'est le parent qui donne l'éducation. Et l'institution école donne la formation. D'accord. Et comme ceux qui donnent la formation sont aussi des parents, et donc les enseignants et l'État ont ce devoir de compléter l'éducation, peut-être qu'il manque que le parent n'a pas donné, pour que le trépied que nous avons, qui repose sur les parents d'élèves qui fournissent la matière première, l'État qui crée une institution pour former les enfants des parents, et les enseignants qu'on va recruter pour faire la formation. Si ce trépied-là ne marche pas, eh bien, il va sans dire que nous allons avoir des problèmes. Voilà pourquoi l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire se positionne comme une organisation capable d'accompagner le système éducatif de la base au sommet. Et donc notre école, notre organisation prend en compte du CP1 jusqu'à l'étudiant qui est en train de préparer sa thèse. C'est notre rôle. Et j'ai l'impression, je le dis, j'ai l'impression que certains ministres pensent que nous sommes des adversaires. On ne peut jamais être adversaire des ministres. Vous parlez de quel ministre? Non. Une organisation n'est pas adversaire Est-ce que vous avez de quelqu'un. Je reviens à ce que le professeur, le docteur Jakali a dit. Il a dit, nous allons faire notre entrée académique. Et il a précisé les dates et tout. On m'a envoyé un courrier officiel pour que moi, en tant qu'association de parents d'élèves, je puisse représenter les parents d'élèves et d'étudiants. Mais j'y serai. Merci. Le ministre Kofi Nguessan m'a également invité officiellement par courrier et m'a même autorisé de prendre la parole. Le problème, il est où alors, M. Aka? Laissez-moi développer mon argumentaire. Allez-y. Si vous nous avez appelés, c'est pour qu'on dise ce qui est. Il n'y a aucun problème, allez-y. Voilà, non, j'y étais. Et je pense que mon discours a plu au ministre. D'accord. Il m'a félicité. Donc, l'école commence. Tout le monde doit se mettre ensemble. Personne ne doit être mis de côté. C'est dans cette symbiose d'action que nous arriverons. Merci donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, M. Aka appelle à une symbiose. Mais à vous, je veux savoir, je veux poser la question de savoir, pour vous, le défi le plus urgent de l'école ivoirienne aujourd'hui, c'est lequel? Cela va transparaître lorsque je vous donnerai tout à l'heure le thème
au niveau de l'enseignement supérieur. C'est enseignement supérieur et recherche scientifique, investir dans la paix et l'excellence pour bâtir l'avenir. On a commencé par la paix. D'accord. Et ça rejoint ce que mon cher frère représentant les parents d'élèves a dit, et même mon frère du Sinares, l'environnement est fondamental dans un écosystème de formation. Et cet environnement, aujourd'hui, la priorité, c'est la paix, la quiétude. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne formation. Et les acteurs, c'est-à-dire même les enseignants qui sont au premier plan, ne peuvent pas donner le savoir par rapport à leur connaissance et leur motivation et leur abnégation si nous ne nous inscrivons pas dans un environnement de paix. Les étudiants ou les élèves, c'est pareil. C'est pourquoi nous, à notre niveau, cette année, nous inscrivions ça dans la dynamique de la paix d'abord. Voilà, parce que c'est fondamental. Et je profite déjà pour dire merci à mon frère, et j'ai président du Sinares, mon collègue. Le CIRES. Le CIRES, ça veut dire le syndicat pour la revalorisation des personnels de l'enseignement secondaire de Côte d'Ivoire. Voilà, là c'est l'éducation nationale, mais je le remercie parce que j'ai dit qu'au niveau de notre environnement, il faut des échanges. C'est pourquoi j'ai dit que la rentrée, c'est la mobilisation de tous les acteurs, pour qu'on puisse regarder dans la même direction. Et à ce niveau, je crois qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne, on a un cadre de dialogue permanent et avec les syndicats, avec tous les acteurs du système, pour qu'on puisse au moins s'entendre autour du minimum. Alors, pour pouvoir avancer. Sauf que les enseignants, c'est sûr, ils veulent également travailler dans la paix, mais ils ont toujours des doléances à l'endroit du gouvernement. C'est quoi les doléances que vous avez qui ne sont pas encore résolues? Bon, là, il faut dire que moi, je voudrais plutôt répondre si c'est qu'il faut pour qu'il y ait une école. Essayez de répondre d'abord à ma question. Vous pouvez répondre après, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Les défis, je viens d'énumérer un défi majeur qui concerne la valorisation, ou du moins la révalorisation de l'enseignant. Vous savez, quand on parle d'école, il y a un triptyque qui est essentiel. Il n'y a pas d'école sans enseignant, il n'y a pas d'école sans savoir, et il n'y a pas d'école sans élèves. Voilà ce qui constitue en réalité l'école. Et nous avons l'impression que l'enseignant, qui est cet acteur, je dirais, étatique, est malheureusement très peu considéré. Nous avons une revendication qui date de pratiquement 2014, qui concerne une prime que nous souhaitons qu'on puisse allouer aux enseignants dans un esprit d'équité et de justice sociale. Mais nous avons l'impression que face à cette revendication, nous n'appelons pas cela une doléance, pour nous c'est une revendication, parce que je parle bien de justice sociale. Face à cette revendication, nous avons l'impression de nous heurter à un mur. Nous avons l'impression véritablement de nous heurter à un mur, et je suis heureux d'entendre parler de dialogue. Mais quel type de dialogue avons-nous? Lorsque le dialogue social n'est pas productif, je dis que ce n'est pas un dialogue. Donc nous sommes ici dans une situation où nous, enseignants, nous syndicalistes, nous disons que le dialogue social en Côte d'Ivoire, il est presque chimérique. En tout cas en ce qui concerne l'éducation. Parce qu'il ne produit pas les effets escomptés et il n'est même pas dans le sens d'apporter même la paix à l'école. J'en veux pour preuve. Alors, je pense que c'est gravissime. On a pu constater la ministre d'État. Permettez que je finisse. Daniel, permettez que je finisse. Ensemble. Je vais vous donner les preuves. Je vais vous donner les preuves. Je vais vous donner les preuves de mon assertion. On recevoir tous les syndicats. Écoutez, vous voyez, Daniel. Oui. Vous voyez, quand on parle de dialogue, on met en place des mécanismes. Et on se parle très souvent. Est-ce qu'il y a eu dialogue? Non, écoutez-moi bien. Est-ce qu'il y a eu dialogue? Non, je vais vous donner un exemple. Pourquoi je dis que le dialogue n'est pas constructif et pourquoi je dis également que c'est chimérique? Vous voyez que nous sommes en pleine rentrée scolaire et le ministère de l'Éducation nationale décide délibérément de muter pour des raisons syndicales tous les responsables syndicaux d'une région de la Côte d'Ivoire, de Diokoui. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela?
Comment est-ce que vous expliquez cela? Muter, c'est une décision qui est prise, c'est quoi le problème? Oui, mais c'est parce que c'est abusif. Donc, la mutation au pays... Non, écoutez-moi, la mutation au pays... 20 secondes pour terminer, la mutation obéit à certains critères. Et je parle bien sûr sur le contrôle du monsieur du gouvernement. On ne peut pas muter un fonctionnaire, sauf en cas de faute et de sanction de second degré. Mais là encore, cette sanction-là découle d'une procédure. Vous pensez que c'est pourquoi ils ont été mutés? Ils ont été mutés simplement pour des raisons syndicales. C'est une sanction. Et j'ai même vu au dos, non, je viens, nous avons même vu au dos de ces décisions que nous avons retirées là, écrit sanction. Et l'administrateur a oublié de gommer. C'est écrit sanction. On n'a pas les preuves de ce que vous avancez. Non, mais moi je donne les preuves. Permettez que docteur... M. Chaka, je vais revenir à vous tout de suite. Vous voulez réagir? Oui, moi je vais réagir. Moi-même, étant enseignant, on ne peut pas dire que nous sommes marginalisés. Depuis un certain moment, depuis 2011, la fonction enseignante a été au cœur des décisions, quand même, des mesures prises. C'est parce que vous êtes au cœur du gouvernement que vous dites ça? Non, je ne le dis pas parce que je le dis avec des preuves. Parce que nous avons connu les revalorisations salariales ici. Le déblocage des salaires pendant des années, cela n'avait pas été fait. Mais sous le président Alassane Ouattara, cela a été fait. Et aujourd'hui, les enseignants en Côte d'Ivoire sont parmi les mieux payés en Afrique. Je suivais même, il y a 2 jours, une émission sur une chaîne camerounaise. Et là même, ils ont dit ouvertement que la Côte d'Ivoire, c'est le pays où les enseignants sont le mieux traités, et qu'on peut les citer en Afrique. Et c'est une réalité. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la question des primes, mais il faut voir d'où nous venons. Ce n'était pas des acquis. Même notre 13e mois, sur la base que le président nous a donné, qui a revaloriser cette année aux 2 tiers, on n'y a jamais pensé en Côte d'Ivoire ici. C'est des acquis. Donc c'est pourquoi je tiens compte du dialogue. Et c'est le fruit du dialogue. Puisqu'il y a un dialogue qui a eu lieu avec les centrales syndicales et le gouvernement. Et c'est ce dialogue qui a produit tout ce que les fonctionnaires dans leur ensemble ont obtenu. Voilà. Et y compris les enseignants. Alors, donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne faut pas trop être vindicatif, même dans les syndicats. C'est pourquoi il y a un cadre de dialogue permanent qui existe dans tous les ministères. Merci, docteur. Au niveau global. Merci, docteur. Voilà. M. Chaka, oui. on entend du côté des enseignants, donc du CIRES, redemander et encore qu'il y a cette question de prime qui revient. Le gouvernement, de son côté, estime que par le dialogue, beaucoup de choses ont été acquises. Vous qui êtes donc parents d'élèves qui parlent au nom d'une organisation, oui. Qu'est-ce que vous réclamez en priorité du gouvernement? Nous parlons d'école de qualité. L'école de qualité a un coût. Ceux qui pratiquent cette école de qualité-là, les enseignants en font partie. Nous avons été de ceux qui ont lutté sous d'autres régimes pour que les enseignants puissent avoir l'indemnité contributive au logement. Nous avons passé des mois et des mois. Au finish, ils ont pu avoir cela. Mais avec beaucoup de grèves. Et c'est ce que je refute au niveau des différents gouvernements qui sont passés et qui sont là. Je crois que tout peut se faire dans le dialogue, dans l'entente. Absolument. Et donc, dans un dialogue, on ne peut pas mettre un citoyen, un travailleur, en prison, parce qu'il revendique quelque chose. Tant qu'on ne l'a pas pris avec un objet contondant, avec un pistolet, pour dire, ah non, si tu ne fais pas ça, je te fais ça, on doit pouvoir demeurer dans le dialogue. Parce que quand vous ouvrez un dialogue, et que par derrière, il y a des emprisonnements, ça pose problème. C'est ce que je reproche, moi. Sinon, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour le bien des enseignants. Mais il faut aussi reconnaître que les enseignants ont un métier difficile. Il y en a qui travaillent en ville. Ceux-là, à la rigueur, ça va. Mais ceux qui sont dans des contrées où il n'y a même pas d'eau, d'électricité, et tout ça, ils ont des problèmes. Et donc, revendiquer pour améliorer les conditions de travail et de vie, c'est normal. C'est une très bonne chose.
Donc quand ils revendiquent, c'est normal. Mais je pense que nos enseignants doivent comprendre, comme je l'ai dit, il faut qu'on aille dans le sens de la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de quiétude, s'il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas d'école. Et s'il n'y a pas d'école, moi, j'ai fait beaucoup d'enfants. Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc de part et d'autre, il faudrait qu'on fasse des concessions. Sans brimer. Mais vraiment, sincèrement, il nous pose un problème. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème? Mais on ne peut pas attendre, mettre quelqu'un en prison parce qu'il a posé un problème. On écoute la doléance et puis on trouve la solution. Et je crois que le gouvernement a toujours trouvé des solutions. Donc je pense que ces solutions seront trouvées pour que ensemble nous puissions ramener la paix à notre Côte d'Ivoire. Et justement, pour nous sommes tous des citoyens de ce pays-là. Pour une école de qualité. Une école de qualité. Une école de qualité, je dois revendiquer. Mais quand je revendique, on ne doit pas me mettre en prison. Et quand je revendique, on doit pouvoir m'écouter et puis agir de sorte que chacun soit heureux. Rentrée scolaire et académique, quelle copie pour chaque acteur? C'est le thème retenu pour ce débat de ce 7 Info le soir week-end. Et en plateau, nous avons Dr Djakali Diakoulibaly, qui, je rappelle, est directeur de l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. À ma gauche, il y a Boka Arnaud, secrétaire général national du CIRES, syndicat pour la revalorisation des personnels de l'enseignement secondaire de Côte d'Ivoire. Et bien entendu, M. Aka Kadio Claude, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Un des sous-thèmes de cette grande thématique, c'est bel et bien les infrastructures et les classes surchargées. On abordait donc cette thématique avant le journal. Ma question, c'est à l'endroit de M. Boka, qui a beaucoup de choses à dire. C'est quelque chose qui revient de façon récurrente. Classe surchargée, infrastructure non commode. Comment est-ce que les enseignants vivent-ils véritablement ce problème? Oh, mais quand vous parlez des classes surchargées, déjà, c'est un frein à la pratique enseignante, à la bonne pratique enseignante. Une classe surchargée, c'est un surplus de travail pour l'enseignant. Et là encore, nous avons même mis toutes ces revendications-là sous les teignoirs. Les histoires des classes surchargées, les histoires de heures supplémentaires, nous avons mis tout cela sous les teignoirs pour, dit-on, aller à l'essentiel. Mais permettez, parce que nous sommes à une table du donner et du recevoir, et je voudrais quand même rebondir sur un aspect qui a été développé par docteur. Est-ce que je peux vous accorder une minute pour répondre à ça? Oui, je vais revenir. S'il vous plaît, allez-y. Voilà, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de la prime d'incitation que les enseignants réclament, comme nous avons l'habitude d'entendre, on dit que le gouvernement a fait beaucoup de choses. Nous ne nions pas que le gouvernement ait fait beaucoup de choses pour l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire. Le déblocage des salaires, par exemple, a été fait en 2015. Mais c'était une injustice pour tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Depuis pratiquement 82-83, les salaires étaient bloqués. Alors il était de bonne loi qu'un gouvernement ivoirien prenne la responsabilité de le faire. Et quand ça a été fait, c'était pour tous les travailleurs. On nous parle aussi des indemnités de logement, de tous ces acquis sociaux que tous les travailleurs ont eu. Tout à l'heure, en off, on échangeait un peu, mais à l'enseignement supérieur, d'où vient docteur, il bénéficie d'une prime. Alors, pourquoi, lorsque les enseignants du premier et second degré réclament une prime, on leur rappelle incessamment que le gouvernement a trop fait? Oui, le gouvernement a fait, mais le gouvernement doit encore faire. Parce que nous sommes des mandants du peuple et le gouvernement est là pour le peuple. Et quand le peuple réclame, il appartient au gouvernement de faire. Ce que nous réclamons, ce n'est pas le 13e mois, ce n'est pas le déblocage, ce sont les primes. Merci M. Bokar. Est-ce qu'on peut revenir maintenant à la question? Voilà, pour revenir sur les classes. Les enseignants vivent le problème? Non, mais je l'ai dit, c'est un calvaire. De classe surchargée. Quand vous vous retrouvez, je crois, une fois, il y a eu une autorité administrative de l'éducation qui disait qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler des classes surchargées, mais je vous invite à venir même à Abidjan, dans certaines écoles, ne serait-ce qu'à Yopougon, où vous verrez des classes où aujourd'hui, en 6e, il y a plus de 130 élèves. Mais comment voulez-vous qu'un enseignant qui a été formé avec la méthode active puisse enseigner dans une classe où il y a 130 élèves? Quel suivi attend-on? Quelle qualité souhaite-t-on? C'est vrai, je sais que l'État, sur ce plan, honnêtement, le gouvernement ivoirien a fait beaucoup d'efforts.
de nombreux établissements ont été construits. Et je pense que la situation est en train d'être jugulée, mais il n'est pas exclu qu'aujourd'hui encore, il reste des classes surchargées et nous invitons l'État à continuer et à poursuivre ces efforts. Alors, la situation est en train d'être jugulée, comme le disait M. Boka. Avec vous, j'ai envie de savoir véritablement les mesures concrètes qui sont prises pour réduire les classes pléthoriques. Bon, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur que je maîtrise le mieux, déjà, il faut dire qu'il y a du chemin qui a été parcouru pour lutter contre la massification, parce que c'est la massification des effectifs. Et à ce niveau déjà, je vous apprends que nous sommes aujourd'hui à 9 universités qui sont opérationnelles en Côte d'Ivoire. Nous avons la 10e, celle de Djenné, qui est en construction. Et justement, ça fait partie de la vision du gouvernement, du président, de pouvoir non seulement lutter contre la massification, mais aussi mettre l'accent sur le développement local. Parce que chaque institution, qu'on soit au primaire, au secondaire, au supérieur, lorsqu'on a ces institutions dans une région bien donnée, elle doit pouvoir insuffler une dynamique de développement au niveau de la population de cette région. Et donc, ces universités qui sont construites, et donc ont vocation aussi de développer ces régions. Donc déjà, on a pas mal d'étudiants qui commencent à intégrer à la fois le public et d'autres le privé. Donc la question de la massification, quand même, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits à ce niveau. Et autre élément que j'aimerais ajouter au niveau des infrastructures, c'est qu'actuellement on a un vaste projet de construction et d'amélioration de l'existant au niveau infrastructurel. Donc aujourd'hui, vous allez même à l'université Feu-Boigny, vous voyez que cette université est en plein chantier. Voilà, tant au niveau académique, c'est-à-dire côté formation, tant au niveau des cités universitaires. Alors. Donc vraiment, même il y a des nouvelles constructions à Mans, à Boaké, pour pouvoir vraiment améliorer les conditions de travail, de vie des étudiants, et puis permettre aussi le maximum de jeunes bacheliers d'avoir accès aux infrastructures de qualité. Alors, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur nous fait comprendre que des efforts sont donc consentis. Monsieur Kadio, tout n'est pas encore reluisant. Ah oui. Comment est-ce que les parents perçoivent-ils l'impact de ces classes surchargées sur l'éducation de leurs enfants? Je voudrais faire un retour prospectif du fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. Nous venons de fêter les 65 ans de la République de Côte d'Ivoire. Les parents d'élèves sont les bénéficiaires de la formation, d'éducation. Alors, ce qui me frappe, moi, c'est pas les classes pléthoriques. C'est un pan. Mais il y a les toilettes. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui dans une école, demander à aller aux toilettes, et puis être satisfait en sortant. Et c'est dans toutes les écoles. Dans le meilleur des cas, il y a des toilettes, mais il y a des endroits où il n'y a même pas de toilettes du tout. Il y a ça. Et il y a plein de choses que j'ai fait tout dernièrement une conférence de presse où j'ai dépeint l'école. Où j'ai vraiment dénoncé toutes les tares dans le but d'améliorer cela. Donc, des efforts sont faits, mais c'est nettement insuffisant pour le parent que je suis. On était à un colloque, là, tout à l'heure, à Palm Club. Et dans une communication, il y a un communicateur qui a dit qu'il y a 900 universités privées contre 9 au public. Il en est de même pour le système éducatif ivoirien. Nous avons plus d'établissements privés que d'établissements publics. Or, l'établissement public doit pouvoir former le citoyen qui n'a pas les moyens. Malheureusement, il y a plus de privés que de... Donc il y a une injustice quelque part. Il faut corriger tout cela pour que les parents que nous sommes puissions dire que ça va. Pour le moment, on ne peut pas dire que ça va. Bien que n'étant pas aussi alarmiste, mais je le dis,
dans le but de perfectionner les choses. La perfection n'étant pas de ce monde, mais on essaie d'aller vers la perfection. Comme il a dit là, les enseignants souffrent. Il y a un cas grave. Les enseignants sont violentés, tués. Il y a une dame qui a été assassinée. Tout dernièrement, il y a un enseignant qui a été tué par objet contondant. Et ça devient récurrent. Pour nous, c'est inquiétant. On n'a pas envoyé les enseignants pour qu'on les tue. C'est pour pouvoir faire la formation. C'est pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il faudrait que beaucoup d'efforts soient faits pour la protection de ces enseignants-là et faire en sorte que tout ce qui peut concourir à leur épanouissement soit fait par l'État de Côte d'Ivoire. Alors c'est bien que vous abordiez la question de la sécurité. Cela me permet de rebondir là-dessus en tournant mon regard vers Dr Djakalidja. C'est quoi les mesures entreprises justement par votre ministère pour sécuriser les étudiants, mais de façon plus générale tous ceux qui prennent le chemin de l'école autour de ces différents établissements? Et même les enseignants aussi. Oui, merci. Déjà, nous, à l'enseignement supérieur, on est à l'aise avec cette question. Parce que, avec un passé récent, vous avez constaté qu'il y a eu des mesures vraiment dures qui ont été prises par le président de la République, ce qui a permis d'assainir notre milieu. On a tout simplement supprimer toutes les associations étudiantines à caractère syndical. Parce que ce fonctionnement des organisations étudiantines commençait à remettre même en cause l'efficacité même interne, c'est-à-dire de la formation, et même l'efficacité externe de la formation. Chacun a été témoin de toutes ces panoplies de violence que nous avons connues, ce qui fait que notre milieu n'était même plus viable en termes de milieu académique, universitaire. Et aujourd'hui, vous allez sur le campus, dans n'importe quelle université, mais vous avez en face de vous des étudiants très studieux, et vous posez la question de savoir, mais est-ce que nous avons affaire aux mêmes étudiants qui sont là aujourd'hui? Mais pourtant, c'est les mêmes. Donc, ça a été vraiment une mesure salutaire. Aujourd'hui, nous sommes donc dans cette dynamique-là de sécurisation de notre espace, de plein épanouissement des étudiants pour leur bien-être, pour qu'ils puissent vraiment acquérir les connaissances idoines pour pouvoir améliorer leur employabilité, parce qu'à la fin, il faut que ces étudiants soient employables, il faut qu'ils soient insérés dans le tissu socio-professionnel de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous, pour le moment, en tout cas, les mesures sont en train d'être prises pour cette rentrée avec monsieur le ministre, pour qu'on puisse mettre quand même des dispositifs. Aujourd'hui, vous voyez même qu'au niveau des campus, il y a la sécurité régalienne. Voilà, il y a la sécurité régalienne. Et des mesures sont en train d'être prises vraiment pour sécuriser totalement tout notre espace universitaire. Alors, ça, nous, on est vraiment à l'aise parce qu'on a déjà franchi une bonne étape. Sécurité au niveau des enseignants et élèves autour des écoles? Je crois que l'aîné Cadio a déjà dépeint le tableau qui est triste. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour notre cher ami Prao qui a été lâchement assassiné. Et à part lui, il y a au moins 5 enseignants qui ont été lâchement tués pour des raisons d'insécurité. Pour nous, la sécurité de tout individu relève du pouvoir régalien de l'État. Et il appartient à l'État d'assurer la sécurité de chaque individu. C'est vrai que nous n'adhérons pas forcément à toutes les mesures prises à l'enseignement supérieur. Nous n'adhérons pas à toutes les mesures, notamment l'invitation des Niambro à sécuriser des cités et autres, la suppression de l'association des élèves et étudiants que nous considérons comme antidémocratique. Mais si des efforts sont consentis pour la paix, nous pouvons saluer ces efforts-là. Beaucoup reste à faire au niveau de l'enseignement du premier et du second degré. Et il faut penser à vraiment sécuriser les enseignants de Côte d'Ivoire. Alors, ce qui nous importe ici... Je vais répondre. Non, permettez... C'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Permettez qu'on dise des choses comme ça sur un plateau. Je vous accorde 30 secondes. Voilà, accordez-moi même 20 secondes. Non, s'il vous plaît, allez-y. Non, je crois qu'il faut préciser et puis faire la différence, les débats des réseaux sociaux et puis la réalité. C'est pas du tout la réalité. Tout ce qui s'est passé, vous avez vu, c'était dans une dynamique militante, politique. Ça n'a rien à voir avec l'aspect académique, c'est purement l'aspect politique, militante. Un ministre qui a rencontré ces militants, fut-il Zigueï, fut-il chauffeur. Il reste un militant. Il reste un militant. À partir du moment où il n'a jamais enfreint la loi, il jouit de ses droits civiques et politiques. Alors, politiquement, alors on a le droit de pouvoir aller échanger. Le ministre a le droit d'échanger avec ses militants. Donc, après les réseaux sociaux, on dit ça n'a rien à voir avec l'université. Merci pour la précision, voilà. Dr Djakalidja. On va aborder la dernière thématique. 20 secondes, s'il vous plaît, on tend vers la fin de l'émission. Allez-y. Bon, je pense que dans mon discours, dans ma conférence de presse, je demandais au ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation de faire en sorte que nos étudiants soient sécurisés de façon correcte. Parce que quand il me parle de militants, il ne s'agit pas de militants, il s'agit de défendre l'intérêt des futurs citoyens de la Côte d'Ivoire. Futurs citoyens, c'est-à-dire ceux-là qui vont nous remplacer. Donc leur protection nous intéresse. Donc si la FESI n'existe plus, peut-être qu'on permette, on crée d'autres organisations, mais qu'on contrôle pour que la quiétude reste sur les campus. Merci beaucoup. Oui. Et donc, il y a des forces de l'ordre sur les campus. Mais les forces de l'ordre, pour le moment, ils sont. Je suis contraint. Les forces de l'ordre traumatisent. Les forces de l'ordre traumatisent les étudiants. Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Les forces de l'ordre ne peuvent intervenir lorsqu'il y a problème. Je vous en prie. On a terminé l'année académique, universitaire, aux bonnes dates. Docteur Djakalidja, je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, on va mettre. Je suis d'accord avec vous. On va terminer avec ça. Les forces de l'ordre n'interviennent que lorsqu'il y a problème. C'est pas ça qui nous réunit. Pacifier, on va on n'a pas besoin de forces de l'ordre. On va terminer. Oui, puisque vous avez dit. Docteur Djakalidja, s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît. On a commencé cette émission dans un très bel environnement. On va essayer de la terminer ainsi. On va terminer là maintenant en parlant du bien-être et de la réussite des élèves. C'est ça qui nous cette émission. C'est quoi la politique justement pour concilier réussite scolaire et épanouissement des élèves? C'est avec ça qu'on va terminer à votre niveau. Oui, merci déjà. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons fait un état des lieux et dans un premier temps, nous avons constaté déjà que des étudiants, les bacheliers qui rentraient dans notre ordre de formation, c'est-à-dire au niveau supérieur, il y a pas mal qui n'étaient pas à niveau. Donc il a été institué déjà pour faciliter leur intégration et puis leur parcours, déjà des cours de mise à niveau. Dès cette rentrée à partir de lundi, il y a des cours de mise à niveau, un mois assurés par les enseignants qui ont accepté vraiment ce sacrifice pour pouvoir mettre nos enfants à niveau, pour mieux les intégrer dans notre dispositif. Et donc nous avons eu la révision des curricula, parce qu'on disait toujours inadéquation, formation, emploi. Moi, monsieur directeur de l'observatoire chargé de l'insertion professionnelle, j'en sais quelque chose. Et à ce niveau, ensemble avec le secteur privé, nous avons demandé de revoir tous les curricula au niveau de nos universités. Et donc, nous épousons maintenant l'ère du temps pour ce qui concerne le marché du travail. Et donc, nos étudiants, aujourd'hui, sont à même de pouvoir intégrer le marché du travail. Et aussi, nous avons institué l'entrepreneuriat en milieu étudiant. Aujourd'hui, il y a l'entrepreneuriat, il y a des équipes dans toutes les universités qui sont chargées de coacher les étudiants, de pouvoir les amener à avoir des projets fiables, viables et bancables pour que ces étudiants puissent, à la fin de leurs études, puissent devenir des champions nationaux, puisque ça fait partie de la politique gouvernementale de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, docteur Djakalidja. Alors, à M. Boka, je vais poser la question suivante. Est-ce que les enseignants sont véritablement formés pour gérer le stress durant cette nouvelle année scolaire? Oui, en termes de formation,
les enseignants de Côte d'Ivoire, et cela a été reconnu lors des différentes évaluations internationales sur l'éducation, que les enseignants de Côte d'Ivoire sont bien formés. Ouais. Voilà, les enseignants de Côte d'Ivoire sont bien formés. Mieux, les enseignants font de l'auto-formation. Ils sont à l'enseignement supérieur pour poursuivre leurs études au centre de formation continue. Donc, sur le plan de la formation, les enseignants sont bien formés. Voilà. Mais je crois qu'il reste toujours à faire en sorte qu'ils soient à la fois bien formés, bien payés, qu'ils soient à l'aise avec cette prime qu'ils attendent. C'est normal. Alors, on va terminer avec M. Aka Kadio, histoire de savoir votre souhait pour cette rentrée scolaire 2025-2026. Vous parlez tant à l'État de Côte d'Ivoire, mais également aux enseignants. Mais bien sûr que les enseignants sont mes amis, je les ai toujours défendus. Mais moi, je défends quand il faut défendre, et puis je sanctionne quand il faut sanctionner. Tout le monde voit mes postes. Voilà. Et donc, je disais qu'on allait aller jusqu'au bout. Les enseignants sont bien formés, comme il est dit. Parce que, à notre époque, l'ENS nous était pratiquement fermés. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enseignants que je rencontre sont formés à l'ENS. Ils sont sur le terrain. Et ils font l'ENS pour parfaire leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être. Ça, c'est une très bonne chose que nous saluons. Et je souhaite que ça continue comme ça. Donc, tout en les protégeant, tout en défendant cela, tout en félicitant le gouvernement pour cela, il faut aussi qu'on les écoute. Qu'on les écoute. Et puis c'est tout, c'est pas compliqué. On les écoute, on essaie de faire ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avancer. Pour moi, il faudrait que cette année-là, scolaire-là, soit une bonne année scolaire. Mais mon inquiétude demeure toujours au niveau des élections. Donc, le président de la République puisse prendre les dispositions idoines pour que son pays demeure en paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, mes enfants n'iront pas à l'école. Voilà. Mais pour la formation des enseignants, puisqu'il en a parlé, bientôt il y a l'ouverture des 2 antennes de l'ENS, à Boaké et à San Pedro. Ok, tant mieux. Voilà. On aura certainement un autre plateau pour en parler. Merci à Dr Djakalidja Koulibaly d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes directeur de l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Boka Arnaud, merci d'avoir été sur ce plateau. Vous êtes secrétaire général national du CIRES. Le CIRES, c'est le syndicat pour la revalorisation des personnels de l'enseignement secondaire de Côte d'Ivoire. Et merci également à M. Aka Kadio Claude, président de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Merci à tous les trois. Mesdames et messieurs, la rentrée scolaire reste un défi collectif et chacun, donc parents, enseignants, ministères et même les conseillers pédagogiques, chacun a un rôle à jouer pour garantir une année réussie et apaisée.